Donc Karine, tu es CSO d'EDF. Merci d'être là. Thomas? Non, je suis comme Julien, je suis Chief Impact Officer. La première ou pas? Je sais pas, je crois qu'on était quasiment au même moment. Ça m'a aidé à justifier mon titre, que Julien le soit aussi. J'ai dit, tu vois, c'est sérieux parce que Julien, il est aussi on peut ramener CIO. Julien, on peut rappeler Julien sur scène. Ça va. Thomas, directeur perma entreprise de Nord6 et coprésident de Bilab France. Vous êtes tous les deux vraiment des figures de l'action et vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Donc j'ai une première question. Qu'est-ce qui nous est arrivé là en 2025? Alors on a parlé de backlash, de douche froide, il y a eu le plateau de Philippe. Il s'est passé un truc, un coup de frein, et je voulais juste vous entendre sur ça. Quel est votre regard? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est toi qui ça énerve le plus, la notion de backlash. Non, alors allez, je me lance, parce que j'en ai un petit peu marre de ce mot en fait, pour être tout à fait honnête. J'en ai surtout marre parce que je pense qu'on est en train de se convaincre qu'il y en a réellement un. Et s'il est avéré d'un point de vue institutionnel, s'il est en partie avéré d'un point de vue du monde économique, il est absolument certain aussi qu'il est loin d'être avéré d'un point de vue citoyen. Et en fait, cette base citoyenne de la société civile, mais les salariés dans les entreprises, eux, ils continuent d'être présents sur le sujet, de mettre une certaine pression, ce qui fait, je pense, que beaucoup d'acteurs continuent d'avancer, alors que là, ils ont l'autoroute du soleil pour revenir en arrière, stopper des budgets, etc. Il y en a qui continuent d'avancer. C'est pour ça que j'aime pas trop ce mot, en tout cas, qui commence à me barber un petit peu, et qu'on ne doit surtout pas se convaincre qu'il est installé, alors qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont prêtes à faire changer les choses. Au-delà de ce que je peux avoir à penser personnellement, je m'appuie aussi et surtout sur une étude qui est sortie il y a 3-4 mois, menée par un institut qui s'appelle Parlons Climat, avec je les ai beaucoup challengés sur leur étude parce que j'étais étonné des résultats. Ils ont des bases d'études extrêmement fines en termes de qualité de données, justement, vous aimez ça je crois ici, pour pouvoir justifier les résultats qu'ils retournent. Et en fait je pense qu'on est plus près d'un point de bascule dans l'action climatique que de l'inverse, et c'est sans doute ce qui fait aussi qu'il y a un monde historique installé qui résiste plus fort que jamais, parce qu'ils sentent qu'on n'est peut-être pas loin de ce qu'eux ils appellent le pivot majoritaire, c'est-à-dire ce moment où il y aura suffisamment de personnes qui veulent vraiment aller sur le sujet pour qu'on puisse plus revenir en arrière. Institutionnel. Donc je suis complètement d'accord. C'est IDRI et Parlons Climat qui ont fait cette étude. L'IDRI qui est le think tank de Sciences Po sur le développement durable. Et c'est vrai que nous, on le voit dans l'entreprise, on fait un baromètre depuis 2001 sur la perception de nos salariés sur les enjeux environnementaux. Et en fait, on n'a jamais été aussi haut en termes de à la fois leurs préoccupations et leur alignement sur ce qu'on doit faire pour y arriver. Donc je pense que ça c'est quand même très positif. En revanche, on a ce sujet de quand on peut, on veut, c'est-à-dire il y a une forme de réactance aujourd'hui de gens qui disent si on me donne pas les moyens de le faire, en fait je préfère dire que c'est pas bien. Donc je peux pas m'acheter un véhicule électrique, donc je vais dire que c'est de la merde la mobilité électrique. Et en France, on est quand même le pays où il y a le plus de fake news sur les véhicules électriques. Donc je pense qu'on a vraiment un besoin, et c'est aussi là-dessus que travaille l'IDRI, sur un nouveau contrat social, c'est-à-dire comment on fait en sorte qu'on aide nos clients à transitionner. Et donc ça veut dire de la confiance. Et je pense que pour le coup, on a de la chance chez EDF, on a vraiment une très haute notoriété en termes de confiance avec les clients. Et puis enlever la complexité. Parce qu'il y a énormément de complexité aujourd'hui pour faire cette transition quand on voit ce qui s'est passé sur MaPrimeRénov', sur le bonus écologique, sur la mobilité électrique. Et donc il faut absolument aider nos clients à sortir de cette complexité. Et de la fierté, Isabelle parlait de la fierté justement, de l'anti, et de redonner de la fierté à ceux qui agissent. Je voulais juste dire, parce que les entreprises boussolent de l'action, puisqu'a priori on n'a pas la langue dans notre poche, moi je trouve qu'il y a un truc très intéressant qui se passe en ce moment, c'est que toutes ces boîtes qui nous disent on a mis la RSE au cœur de la stratégie, qui profitent de la séquence pour se retirer de leurs engagements, montrent très bien qui l'avait vraiment fait ou pas. Et donc en ce moment c'est intéressant, ouais, c'est un très bon révélateur. Quand je dis qu'on a raté quelque chose, est-ce qu'on a raté quelque chose sur cette première séquence-là? En omnibus, retour institutionnel, qu'est-ce que ça justement révèle de ce qu'on a raté? Est-ce qu'il y a eu des dialogues qui ont mal été menés entre les parties prenantes? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a ratées. On n'a parlé que climat, je trouve beaucoup, et pas assez des autres limites planétaires. Et puis Scoop, on en a une 7e qui a été enfoncée, là, c'est sorti hier soir.
Et donc, le CO2, c'est lointain, c'est global. On ne voit pas quand on fait. La nature, c'est local et on le voit tout de suite quand ça s'améliore. Donc, je pense qu'on aurait peut-être pu parler de choses qui est parlé de façon plus proche à nos salariés, à nos parties prenantes. Et puis, c'est vrai que la CSRD, d'une certaine manière, elle a eu l'avantage de faire monter nos sujets au niveau de la gouvernance, mais du coup, ils ont vu que la partie horrible de nos sujets. Et donc, ils ont été très mobilisés dans les conseils d'administration, dans les COMEX, pour se dire finalement, on savait déjà, en fait, nos enjeux RSE, pourquoi remplir 1400 indicateurs pour y arriver. Et là, je pense qu'il y a le verre moitié vide, moitié plein, où on peut challenger quand même nos managements, c'est de dire, si je prends le sujet des audits, par exemple, les FIS, CSRD, donc c'est public dans les rapports, bon, c'est 5-6% des FIS financiers. Donc tout le monde crie en disant c'est horrible, c'est cher, c'est affreux. Donc il y a deux questions à se poser. Il y a, oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on payait pour la DPEF. Mais en revanche, si on dit que c'est stratégique, la donnée, il faut mettre de l'argent pour la connaître, la piloter, la manager. Et si c'est ça stratégique, 5% des FIS financiers, c'est pas si important que ça. En revanche, la marche à monter était trop rapide. Je pense que clairement, on n'a pas eu assez de temps pour vraiment nous-mêmes, dans les directions RSE, comprendre à quel point la marche était haute. Les auditeurs n'en parlons pas. Et donc, en fait, nos managements n'ont vu que le côté reporting, compliance. C'est pas stratégique qu'on aurait voulu avoir, je pense, avec cet outil de CSRD. Mais la finance a été touchée quand même. La marche était peut-être pas assez haute, mais on les a touchés. Alors, pour que nous, c'est un petit peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais nous, on est dans la même direction que la finance. Donc, de fait, pour nous, c'était ça, c'est un acquis. Entre guillemets, oui. Enfin, est-ce que ça fait partie des victoires chez EDF? Alors, je pense qu'il n'y a pas un modèle pour toutes les entreprises. Mais EDF, c'est 25 milliards d'investissements par an. Donc, le risque d'actifs échoués, il est majeur. Donc, si je ne suis pas à ces décisions-là, en fait, si on n'est pas dès le début dans les décisions d'investissement, ça vaut pour l'adaptation au changement climatique aussi, je pense qu'on rate quelque chose. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est essentiel. On a 50 milliards de dettes. Les investisseurs obligataires, ils regardent que le downside. Et rapidement, le sujet climatique arrive très haut. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là qu'on soit à la finance. Mais ça ne vaut peut-être pas pour toutes les entreprises. Et toi, Thomas, justement, avant cette petite douche qui n'en est pas une, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a réussi? Parce qu'on a quand même cette tendance-là, on parle de méga-trend qui est en place. Qu'est-ce que tu as fait? Alors déjà, on n'a pas tout raté, ça c'est clair. Déjà, le fait de réussir à saturer beaucoup de monde avec ce sujet, des comex de grands groupes à ceux des plus petites boîtes, jusque à ton oncle et à ma tante au dîner du dimanche, c'est qu'on a vraiment réussi à mettre le sujet à l'agenda. Et donc une certaine forme de saturation aujourd'hui, moi, me laisse penser que c'est plutôt une réussite. Voilà. Par contre, on a peut-être manqué d'opportunisme dans la façon de piloter le sujet. Parce que ceux qui le pilotent depuis quelque temps sont des personnes très sensibles au sujet, qui le font avec une certaine pureté, avec voilà, une envie foncièrement juste de préserver le vivant et notre planète. Sauf que pour que ça avance dans l'entreprise, parfois il faut accepter certaines concessions, accepter que... pas compromission. Je ne vais pas jouer sur les mots, mais on se comprend, Karine. Et de faire en sorte que peut-être parfois on accepte que des sujets qu'on aimerait voir avancer prennent un peu plus de temps, aussi opportunistes dans la façon de les présenter. Par exemple, j'entends assez peu parler, et parfois ça m'étonne, d'une sorte de ROI carbone. Quand on pilote le bilan, on veut absolument essayer de réduire des émissions, par exemple sur notre propre périmètre, alors que parfois on a pour le même budget un ROI en termes de captation, de réduction, enfin suppression, ce que tu veux, de contribution qui t'est cher, qui est immensément plus important quand on finance à l'extérieur de Nord6 qu'à l'intérieur. Nous, on fait des services informatiques. Donc on n'est pas très intense ou très intensif en émissions de CO2 par l'activité. Et donc du coup, parfois, je pense qu'on peut aller vendre d'autres types de projets, que ce soit pour nous ou pour nos clients, mais en ne finançant pas sur notre propre activité. Voilà. Et donc, j'entends peu ce discours de gens qui se rendent compte que, je prends un exemple qui est totalement déconnecté de notre métier. Moi, aujourd'hui, je finance des projets de transition agricole, parce que préservation des sols, santé des agris et des volumes de captation de CO2 qui sont 5 à 10 fois supérieurs à ce que moi je peux générer en interne. Voilà, il faut être un peu plus opportuniste, utiliser des indicateurs et les croiser aussi. Dernier exemple, récemment j'ai proposé qu'on commence à restituer l'intensité carbone du 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour chacune de nos business units ou de nos agences.
c'est une bonne façon de commencer à les chatouiller des directions sur des sujets qu'eux, ils ne regardent pas assez. Et justement, la gouvernance, Karine, tu parlais de la fusion qui a eu lieu entre l'impact, la finance et la stratégie. Chez vous, c'est incroyable. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais peut-être que tu peux en parler rapidement. En 2 mots, parce que voilà, il n'y a pas que le carbone, loin s'en faut. Le sujet, il est beaucoup plus large. Et dans notre cas, on mesure le bilan depuis 2007, avec Sweep depuis moins longtemps, mais voilà, avec votre outil, ça nous aide beaucoup. Et en fait, on voulait bien mieux appréhender nos impacts et dépendances vis-à-vis du vivant. Et on voulait bien mieux intégrer le point de vue que pourrait avoir le vivant dans ce que l'on fait en tant qu'entreprise. Donc on a créé une mécanique pour avoir un représentant de la nature au sein du conseil d'administration. Et ce qu'on est a priori les premiers à avoir fait, je ne sais pas à quelle échelle, et à la limite, ce n'est même pas le problème, c'est de donner un droit de veto à cette personne qui représente la nature pour qu'elle puisse nous empêcher de faire des conneries. Par exemple, si demain on voulait foutre de l'IA partout parce que c'est génial pour des usages qui sont complètement débiles, je le dis court, hein, mais voilà, j'ai le timing devant moi, il pourrait mettre un droit de veto et dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Et autant cette mécanique-là, elle est complexe à mettre en place parce qu'il faut un véhicule juridique pour le faire. Donc nous, on s'est destitué d'une partie du capital au niveau de la famille dont je fais partie, qui a créé Norcis. Et ça, tout le monde ne le fera pas demain. Par contre, la mécanique d'avoir une personnalité externe qui représente le vivant et qui vient influencer des réflexions, voire des décisions, ça, vous pouvez le faire dans un comité de mission, vous êtes société à mission, vous pouvez le faire dans un conseil éthique, vous pouvez faire n'importe où. Et je terminerai en disant que nous, ça nous a aussi aidé à recruter des personnes non rémunérées qui ont des niveaux d'expertise extraordinaires qu'on n'aurait jamais eu. Une femme qui travaille au GIEC, une entrepreneuse dans l'environnement, des gens qu'on n'aurait jamais eu autrement. Donc, hyper intéressant à faire. Génial, bravo. Je pense effectivement la gouvernance, c'est clé. Parce que sinon, en fait, ça reste un truc hors sol. Et c'est le plus grand risque, je pense, pour la direction RSE, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, c'est d'être vu comme quelqu'un qui fait un rapport et puis ça ne se vit pas au jour le jour. Et donc, toutes les décisions doivent être teintées de ça. Et donc, nous, on est très fiers d'avoir lancé notamment un atelier qui s'appelle Être, en toute raison d'être, où en fait, on prend 40 salariés au hasard qui ne sont pas du tout experts des projets et ils vont stress-tester les projets à l'aune de la cohérence avec la raison d'être. Et c'est extraordinaire parce que du coup, tu as un double effet qui se coule. Tu permets à tes chefs de projet de mieux comprendre les enjeux RSE et ils vont comprendre avec des gens qui veulent faire gagner l'entreprise. Et typiquement, quand tu vas aller dans un débat public juste après avec ton projet, ils auront eu déjà potentiellement des questions un peu difficiles, mais pour les aider à améliorer les projets d'un point de vue RSE. Et ça rend la RSE concrète. Et ça permet d'éviter d'être un peu hors sol, qui est à mon avis le risque effectivement qu'on a quand on est dans les directives européennes et qui peuvent paraître des fois très très éloignées du quotidien de nos chefs de projet. Tu décris parfaitement ce qui est aujourd'hui ce qui compose le plan de transition. Donc le plan de transition copié-collé avec le SRS 1, E1 de la CSRD. Et toutes les ISO, les normes qui arrivent, le plan de transition intègre la gouvernance et l'engagement, avec engagement en amont et en aval de votre scope 3, mais c'est exactement ça. C'est rouge. Rouge, rouge, rouge. Est-ce que vous avez un dernier conseil, le conseil airbag, pour encaisser le choc, là, en fait, pour encaisser ce choc qui n'existe pas, enfin, chez les citoyens, je suis d'accord avec toi, mais nous, on le voit, on l'a senti quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Demander pardon plutôt que la permission. Donc j'ai dit déjà être plus opportuniste, je pense, être plus opportuniste dans la façon dont on veut porter ses projets, être un peu plus pragmatique aussi parfois. Voilà, là vous présentiez la façon dont vous voulez intégrer progressivement l'IA, mettre un volet responsable là-dedans. Nous, par exemple, en ce moment, c'est très lié à la façon dont on veut le faire avec de l'éthique, ne pas le mettre partout, se rappeler qu'il y a plein de choses qu'on peut très bien faire sans IA, et que plus on va utiliser l'IA, plus on va devenir paresseux, voire on va être dépendant cognitivement de ce truc-là, avec en plus des modèles dont on ne sait absolument pas comment ils sont faits. Enfin, voilà, je pense qu'il y a d'énormes problématiques derrière. Par contre, quand c'est utilisé pour des bonnes raisons, pour aider des acteurs à mieux piloter le carbone, à passer plus de temps à réfléchir à la conduite du changement qu'à la mesure de la data, etc., on aura sans doute gagné beaucoup de choses. Peut-être pour terminer, puisqu'il y a aussi la casquette de Bicorp qui m'occupe un petit peu, les standards de Bicorp sont en pleine transformation. Pour la première fois en 20 ans, c'est une vraie révolution de fond. Et dans les nouvelles thématiques, la gouvernance, la mission, la transparence, y compris dans les actions de lobbying, évidemment le climat seront au cœur de ce qui sera mesuré.